Mon frère et sa femme ont emménagé dans la maison de mes parents, puis l'ont appelé leur nouveau foyer. Quand je suis passé à l'improviste, mes parents vivaient dans le garage, tandis que mon frère se vantait de sa réussite auprès de son ami. J'ai 32 ans aujourd'hui, et si vous aviez dit aux jeunes de 15 ans que j'étais, qu'un jour je serais celui qui réussit dans la famille, je vous aurais ri au nez. À l'époque, j'étais l'enfant discret, portant des vêtements de seconde main de taille trop grand, celui qui déjeunait seul, et qui ne se plaignait pas quand on le laissait de côté. J'étais le deuxième fils, après Nathan, mon grand frère, qui, selon tout le monde, de notre institutrice de maternelle jusqu'à notre grand-tante June, était destiné à accomplir de grandes choses. Nathan a eu le blouson de l'équipe de l'école, les applaudissements nourris lors de la remise des diplômes, et la place dans le garage mécanique de papa. Moi, je suis parti. Pas de manière dramatique, avec une valise sous la pluie, mais plutôt comme un lamp fondu au noir. Je suis allé à l'université grâce à une bourse, j'ai obtenu un diplôme en finance, et je me suis discrètement frayé un chemin vers une carrière que la plupart des membres de ma famille ne comprenaient pas, et encore moins ne respectaient. En grandissant, notre famille allait bien, je suppose. Une vraie famille d'ouvriers, jusqu'au bout des ongles. Papa gérait un petit garage automobile fiable, et maman travaillait à temps partiel à la cantine de l'école. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient. Nous n'étions pas la famille parfaite des séries télé, mais nous n'étions pas non plus dysfonctionnels, du moins, jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Nathan, de 3 ans mon aîné, a appris très tôt comment se sortir de n'importe quelle situation, grâce à son charme. Il n'était pas exactement cruel, juste convaincu que tout lui était dû, de la manière dont seul quelqu'un encensé toute sa vie peut l'être. Chaque fois que quelque chose tournait mal, la famille le protégeait. Il plantait la voiture, il faut bien que jeunesse se passe. Il oubliait l'anniversaire de maman, il est juste stressé. J'ai appris à vivre dans le silence, entre ces erreurs retentissantes. Quand j'ai déménagé dans une autre ville après l'université, c'était comme si j'avais disparu de leur radar. Je rentrais à la maison pour les grandes fêtes, Thanksgiving, Noël, mais même alors, j'avais toujours l'impression d'être un invité lors d'une réunion de famille qui n'était pas la mienne. Nathan lançait de petites piques, déguisées en blagues, regardez qui a enfin décidé de nous rendre visite, ou, ça doit être sympa de rouler sur l'or de Wall Street. Pour la petite histoire, je n'étais pas à Wall Street. Je travaillais comme analyste financier dans une entreprise de taille moyenne, je vivais dans un modeste appartement de 2 pièces, et je conduisais toujours la même vieille Civic cabossée que j'avais achetée à l'université. Mais pour Nathan, l'idée que je ne galère pas comme le reste de la famille, faisait de moi la cible de ses moqueries. Pourtant, malgré les piques, je suis resté en contact. J'appelais maman une fois par semaine, même si c'était juste pour l'entendre parler de son jardin, ou des drames avec le chien du voisin. J'envoyais des cartes pour leurs anniversaires. J'ai proposé de les aider avec les factures 1 ou 2 fois, ce que papa a toujours refusé d'un ton bourru, on s'en sort très bien. Je respectais cela. Je connaissais leur fierté. Et je connaissais la mienne, aussi. Alors, j'ai continué à trimer, à faire de longues heures, et à épargner agressivement. Quand la pandémie a frappé, et que beaucoup de gens ont perdu pied, j'ai redoublé d'efforts. J'ai investi intelligemment, j'ai pris des risques calculés, et j'ai commencé à me constituer un véritable portefeuille. À l'âge de 30 ans, j'avais assez pour un apport sur une maison. Et pas seulement pour moi. Voyez-vous, il y a une sorte de douleur sourde, qui vient du fait de savoir que vos parents ont passé toute leur vie à donner, seulement pour faire face à la retraite avec des genoux douloureux, des rêves qui s'effacent, et une maison qui grince plus fort qu'eux. Je ne pouvais plus le supporter. L'année dernière, j'ai donc commencé à chercher. Rien de luxueux, juste quelque chose de propre, d'accessible, et de confortable. Un endroit où il pourrait vieillir dans la dignité, et peut-être même profiter un peu de la vie. J'ai jeté mon dévolu sur une charmante maison de plein pied, de style ranch, dans un quartier paisible, à environ 20 minutes de là où il vivait. Un grand jardin, des appareils électroménagers modernes, et un porche enveloppant, qui captait parfaitement le soleil du soir. 500 000 €, tout compris. J'ai payé comptant, je leur ai dit que c'était un investissement immobilier, et que je ne voulais pas encore le louer. Puis, je leur ai tendu les clés et j'ai dit, bonne retraite. Maman a pleuré. Papa est devenu silencieux, de cette manière qu'il a quand l'émotion risque de briser sa voix. Nathan n'a pas dit grand-chose, il a juste hoché la tête et a dit, c'est généreux. Cela ne m'a pas dérangé sur le moment. Je ne faisais pas ça pour les louanges.
Je le faisais parce que c'était juste, parce qu'il méritait un atterrissage en douceur, après des années passées sur un sol rocailleux. Nous avons tous emménagé des meubles ensemble. Moi, Nathan, sa femme Amélia, et même quelques-uns de ses potes. Ce fut une bonne journée, une journée rare. Tout le monde souriait, personne ne s'envoyait de pique. Mais quelque chose a changé après ça. C'était subtil au début. Les appels de maman sont devenus plus courts. Elle semblait fatiguée. Pas physiquement, mais plutôt épuisée émotionnellement, comme si elle choisissait ses mots avec soin. Quand je demandais comment était la nouvelle maison, elle disait des choses comme « Oh, on s'adapte » ou « C'est agréable, on prend juste le temps de s'installer ». J'ai proposé de venir leur rendre visite, peut-être d'apporter le déjeuner. Elle a hésité. Peut-être la semaine prochaine, mon chéri. On a juste beaucoup de choses à faire en ce moment. Ce n'était pas son genre. Maman adorait quand je passais. Avant, elle en faisait tout un événement, préparant des petits sandwichs, et ces biscuits au citron que je n'ai jamais réussi à reproduire. Quelque chose clochait. Puis, il y a eu cette fois où je l'ai appelée en fastime. J'ai vu qu'elle était dehors, enveloppée dans un châle, assise sur l'une des chaises de jardin. J'ai demandé si tout allait bien à l'intérieur. Elle m'a fait un sourire crispé et a répondu, « C'est juste un peu bruyant là-dedans parfois. » Je n'ai pas insisté. J'aurais dû. Nathan ne m'avait pas appelé depuis des semaines non plus, ce qui n'était pas inhabituel, mais quand même. Après l'histoire de la maison, je m'étais dit que nous avions peut-être franchi un cap, que nous n'étions peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais qu'au moins, nous étions une famille. J'avais tort. Un mois après leur emménagement, j'ai décidé de passer à l'improviste. Rien de dramatique, juste une visite surprise avec des plats à emporter, et une bouteille du vin que maman aimait. C'était un samedi après-midi ensoleillé, le genre de journée qui appelle à un repas lent et à une bonne compagnie. Je me suis garé dans l'allée, j'ai remarqué quelques voitures inconnues garées devant, et j'ai ressenti ma première pointe de malaise. Peut-être avait-il des invités. Peut-être que je tombais mal. Mais en montant les marches, j'ai entendu des rires. Forts, bruyants, inconnus. J'ai sonné à la porte. Pas de réponse. Après un instant, je suis simplement entré. Après tout, c'était ma maison. Le salon était bondé. Un groupe de femmes que je ne connaissais pas se tenait là, des verres de vin à la main, poussant des cris d'admiration devant la décoration. Amélia, la femme de mon frère, leur faisait visiter les lieux, comme un véritable agent immobilier. Voici la salle à manger formelle, disait-elle. Cependant, nous pensons abattre ce mur pour avoir plus d'espace. L'une des femmes a halté. Oh, c'est magnifique. Vous avez tellement de chance. Amélia rayonnait. Oui, c'est notre nouvel endroit. On a enfin pu s'agrandir. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mon sac de repas à emporter toujours à la main. Personne ne m'a remarqué au début. Puis, quelqu'un l'a fait. Nathan est sorti du couloir, m'a vu, et a eu un rictus. Pas un sourire, un rictus narquois. Tiens, regardez qui est là. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste balayé la pièce du regard, comme si j'étais peut-être entré dans la mauvaise maison. Mais non, il y avait la photo de maman et papa sur la cheminée. Il y avait le coq en céramique que maman possédait depuis que j'étais enfant, maintenant perché au-dessus des placards de la cuisine. Ma mâchoire s'est crispée. Où est maman, ai-je demandé. Nathan a haussé les épaules. Elle est dans les parages. Je suis passé devant lui, et je me suis dirigé vers le couloir, en direction de la buanderie. La porte était entr'ouverte, et à l'intérieur, je l'ai trouvée. Maman était assise sur un petit tabouret pliant, les yeux rouges, les mains sur les genoux. Le sèche-linge tournait, étouffant le bruit de la fête. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, surprise. « Spencer, qu'est-ce qu'il se passe ?» ai-je demandé, en posant la nourriture. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle a hésité. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Finalement, elle a chuchoté, « C'est juste plus facile comme ça. » Je ne comprenais pas. Plus facile, comment? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, papa est entré par la porte du garage, se frottant les yeux comme s'il venait de se réveiller. Il ne m'a pas remarqué au début. Puis, il a vu la nourriture, il m'a vu, et il s'est figé. « Papa, tu dormais dans le garage ?»
Une autre pause. Un autre sourire aux lèvres pincées. Il fait plus frais là-bas, a-t-il marmonné. Quelque chose a craqué en moi. J'ai tourné les talons, et je suis retourné en trombe dans le salon. Les femmes riaient à nouveau. Amélia exhibait le garde-manger. Nathan avait une bière à la main. Je me suis avancé directement au centre de la pièce, j'ai sorti l'acte de propriété de la poche de ma veste, car oui, je l'avais apporté, pensant que j'allais peut-être enfin officialiser le changement de nom, et je l'ai brandi bien haut. Juste pour que les choses soient claires, ai-je dit assez fort pour réduire la pièce au silence. Cette maison appartient à maman et papa. Pas à toi, pas à ta femme, et certainement pas à votre petit groupe de visite immobilière. Tous les visages se sont tournés vers moi. Un silence de mort. Et Nathan. Nathan m'a simplement regardé, avec ce même rictus narquois, et a dit, il est seulement juste que nous l'ayons maintenant. Ils ont eu leur tour. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis contenté de le dévisager. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Je me tenais là, au milieu du salon, l'acte de propriété à la main, son poids soudainement plus lourd que je ne l'aurais jamais imaginé. Le silence s'est étiré plus qu'il n'aurait dû. L'une des femmes a toussé maladroitement. Une autre a fait passer son verre de vin d'une main à l'autre. Mais tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain du sèche-linge au bout du couloir, et le battement sourd de mon propre cœur dans mes oreilles. Nathan n'a pas bronché. Ce sourire en coin est resté collé à son visage, comme s'il y était cousu. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il n'avait pas l'air embarrassé, ou nerveux, ou pris au piège. Il avait l'air amusé, comme si j'étais un enfant qui tapait du pied au milieu de sa fête d'anniversaire, pour réclamer de l'attention. Et d'une certaine manière, c'était pire que s'il s'était mis sur la défensive ou en colère. Il est seulement juste que nous l'ayons maintenant, a-t-il répété, avec un haussement d'épaule paresseux cette fois. Ils ont eu leur tour. Je me suis retourné lentement, balayant la pièce du regard. Amélia fuyait mes yeux. L'une de ses amies, une femme avec des sourcils parfaits et un sac à main de créateur sur l'épaule, m'a toisé de haut en bas, comme si j'étais le malotru qui interrompait leur visite et leur dégustation de vin. J'ai acheté cette maison pour eux, ai-je dit, plus calmement maintenant. Mais chaque mot était plus tranchant. Ils ne l'ont pas demandé. Ils ne s'y attendaient pas. Je l'ai fait parce que je voulais qu'ils aient quelque chose de bien, quelque chose de sûr. Vous. Je me suis tourné vers Nathan. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Il a légèrement incliné la tête, comme s'il me faisait une faveur en m'écoutant. Et pourtant, nous y sommes. C'était la suffisance, c'est ça qui m'a achevé. Pas le sentiment d'avoir tous les droits, pas même le détournement flagrant de la maison. C'était l'arrogance, la certitude absolue qu'il pouvait entrer, planter son drapeau, et revendiquer quelque chose qui ne lui appartenait pas, juste parce qu'il croyait le mériter. Tu dors dans la chambre principale, n'est-ce pas, lui ai-je demandé. Nathan s'est adossé au comptoir de la cuisine, et a bu une gorgée de sa bière. Nous avons emménagé quand ils ont commencé à avoir du mal à se déplacer. C'était tout simplement logique. Vraiment? Parce qu'aux dernières nouvelles, papa dort sur un matelas gonflable dans le garage. Cela a provoqué quelques hoquets de surprise parmi les personnes présentes. Les lèvres d'Amélia se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Nathan n'a pas perdu contenance. Papa aime le garage. Il dit qu'il y fait plus frais. Je l'ai fixé. Tu as expulsé nos parents de leur propre chambre. Nous ne les avons pas expulsés, a répondu Amélia précipitamment, la voix légèrement tremblante. Ils nous l'ont proposé. Je veux dire, Spencer, ils ont dit que c'était d'accord. Ils ont dit que c'était d'accord, ai-je répété lentement. Parce que vous les avez fait se sentir comme des invités dans leur propre maison. Personne ne les a obligés à se sentir d'une quelconque manière, a rétorqué Nathan sèchement. S'ils voulaient protester, ils l'auraient fait, mais ils ne l'ont pas fait. Alors, tu devrais peut-être te demander pourquoi, avant de débarquer ici comme un chevalier en armure étincelante. Je ne lui ai pas répondu. Pas tout de suite. Car une part de moi savait qu'il avait raison. Maman et papa n'avaient rien dit. Mais pas parce qu'ils étaient d'accord. C'était parce qu'ils ne voulaient pas déclencher une guerre, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Parce qu'après toute une vie à cautionner le comportement de Nathan, ils ne pensaient pas que quelqu'un prendrait leur parti, pas même moi. Et ce qui piquait le plus,
C'est qu'ils avaient peut-être raison. Je suis sorti de la pièce sans un mot de plus. J'ai retrouvé maman, toujours dans la buanderie, pliant maintenant des serviettes avec ce genre de soin mécanique qui me serrait le cœur. « Spencer » a-t-elle chuchoté en me voyant. « J'ai besoin de la vérité, maman » ai-je dit en m'agenouillant à côté d'elle. « Est-ce que tu vas bien ? Vraiment ?» Elle m'a regardé un long moment, la main immobile. Puis, elle a fermé les yeux et a pris une inspiration tremblante. « Ton père voulait dormir dans le garage. Il a dit que peu importait où il posait sa tête, tant que nous avions la paix. »« Et toi ?» ai-je demandé. « Où dors-tu » Elle a hésité. « Dans la chambre d'amis. Parfois sur le canapé, si Amelia a des amis à la maison. » Ma gorge s'est nouée. « Ils vous traitent comme des visiteurs dans votre propre maison. » Elle n'a pas répondu à cela. Elle a simplement plié la serviette, et l'a posée dans le panier, comme si elle ne m'avait pas entendu. Mais elle m'avait entendu. Je pouvais le voir à la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur, comme si elle essayait de se faire plus petite. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Nous ne voulions pas causer d'ennui, a-t-elle dit doucement. Ton frère. Il a du mal, Spencer. Avec quoi? Son manque de honte? Elle m'a jeté un regard, à la fois vif et fatigué. Il a une famille maintenant. Amelia essaie de lancer sa propre entreprise. Ils ont été sous pression. Nous avons pensé que si nous les laissions rester un petit moment. Ils ont emménagé, maman. Ils ont pris le contrôle. Ils disent aux gens que c'est leur maison. Elle a légèrement tressailli à ces mots. Nous ne voulions pas te décevoir. Me décevoir, ai-je répété, la voix un peu brisée. Tu penses que je serais déçu de vous parce que vous avez été gentil? Pour avoir laissé votre fils piétiner vos limites, parce que vous ne vouliez pas déclencher de dispute? Elle a souri, d'un sourire triste et fatigué. Tu as toujours été celui qui voit clair, Spencer. Même quand tu étais petit. Mais tout n'est pas si simple. Peut-être que ça ne l'était pas, mais ça ne devait pas non plus être aussi difficile. Je l'ai serré fort dans mes bras à ce moment-là, et je lui ai murmuré que j'allais gérer ça, qu'elle n'avait pas à vivre comme ça, et que ce n'était pas juste. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa joue contre mon épaule, comme si elle avait attendu que quelqu'un lui dise ça depuis très, très longtemps. Plus tard dans la soirée, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai réservé une chambre d'hôtel à proximité, et je suis resté assis avec mon ordinateur portable jusqu'à minuit, examinant chaque document légal en ma possession. L'acte était toujours à mon nom. Je ne l'avais pas encore transféré. Je n'avais même pas déposé les papiers. Les impôts fonciers, l'installation des services publics, l'assurance habitation. Tout était à mon nom. Il ne pouvait rien réclamer. Pas légalement. Mais moralement, émotionnellement, c'était un tout autre champ de bataille. La semaine suivante, la situation a dégénéré. J'ai appelé papa, et je lui ai demandé de me retrouver pour déjeuner. Il s'est présenté avec l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Des cernes sous les yeux, mal rasé, lui qui était d'habitude rasé de près, et une raideur dans sa démarche que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Ton frère n'est pas quelqu'un de mauvais », a-t-il dit après que j'ai ramené le sujet de la maison sur la table. « Ce n'est pas quelqu'un de bien non plus », ai-je répondu. « Pas quand il te pousse hors de ton propre lit, papa. Ce n'est pas une question de lit. C'est une question de paix, de laisser les choses suivre leur cours. » Mais à quel prix? Il n'a pas répondu, se contentant de piquer dans sa nourriture, comme si elle l'avait personnellement offensé. 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de maman, qui a brisé le peu de patience qu'il me restait. « Sais-tu où sont les papiers de propriété? Nathan a dit que nous en avions besoin pour le prêt commercial d'Amelia. » Je l'ai appelé immédiatement. « Quel papier? » L'acte. L'acte de propriété de la maison. Il a dit que la banque veut une preuve de propriété comme garantie. Je suis resté silencieux si longtemps, qu'elle a demandé si la ligne avait coupé. « Non, je suis là », ai-je dit lentement. « Est-ce que tu les lui as donnés? » Non. Je lui ai dit que je te demanderais d'abord. Mon sang n'a fait qu'un tour. Maman, écoute-moi bien. Ne lui donne rien. Pas une copie, pas un scan, rien. Mais Spencer. Je me fiche de ce qu'il a dit. Ce document n'est pas à lui, il n'a pas à y toucher.
Plus tard dans la nuit, je suis retourné à la maison. Il faisait nuit quand je suis arrivé, et en me garant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Il y avait un panneau, à vendre, planté sur la pelouse devant la maison. Je me suis dirigé d'un pas ferme vers le porche, le cœur battant à tout rompre, et j'ai frappé assez fort pour faire trembler l'encadrement de la porte. Amélia a ouvert, clignant des yeux, comme si je venais de la tirer d'un rêve. « C'est quoi ce panneau ?» ai-je demandé. Elle a eu l'air surprise, puis a forcé un sourire. « Oh, c'est juste un plan de secours. » Nathan a quelques idées. On s'est dit que si on pouvait vendre cet endroit et prendre plus petit, on pourrait utiliser la valeur nette pour investir. La valeur nette, ai-je répété, abasourdi. Mais vous ne possédez rien. Nathan est apparu derrière elle, les bras croisés, la mâchoire serrée. Nous allions t'en parler. Non, ai-je lâché sèchement. Vous alliez agir dans mon dos, encore une fois, essayer de manipuler maman pour qu'elle vous remette les papiers, et expulser mes parents de la maison que j'ai achetée pour eux, afin de pouvoir financer vos propres projets. Il s'est avancé. Spencer, ne joue pas les héros. Tu vis en ville. Tu passes une fois tous les quelques mois, et tu t'attends à ce que tout reste parfait. Maman et papa ont besoin de soutien, d'un soutien au quotidien, et nous avons été là. Nous avons fait le plus dur. Vous campez ici, ai-je dit, et vous appelez ça un sacrifice. La voix d'Amélia a tremblé. Tu ne comprends pas ce que c'est, d'essayer de construire quelque chose à partir de zéro. Nous avions besoin d'un endroit, d'un nouveau départ. Alors vous avez volé le leur. Nathan s'est hérissé. Ce n'est pas du vol. C'est la famille. Les choses changent. Les gens s'adaptent. Ce n'est pas notre faute s'ils n'ont plus besoin de cet espace. À cet instant, j'ai réalisé qu'ils y croyaient sincèrement. Que d'une manière ou d'une autre, mon acte de générosité s'était transformé en une invitation ouverte. Que le silence de mes parents était devenu, pour eux, un consentement. Que Nathan voyait leur vieillissement et leur incertitude comme une opportunité. J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison. Les choses changent. Et sur ces mots, je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture. Parce que je savais ce que j'avais à faire ensuite. Mais avant qu'une ultime trahison ne me frappe comme un coup de poing à l'estomac, dès le lendemain matin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je voyais le panneau, à vendre, sur la pelouse. C'était impossible. J'ai fait les 100 pas dans la chambre d'hôtel comme un animal en cage, épluchant mes emails, relisant des clauses juridiques, et parcourant mes propres textos avec maman, comme si je pouvais d'une manière ou d'une autre réécrire l'histoire, si je regardais assez longtemps. Mais la vérité ne changerait pas. Mon frère s'était emparé de quelque chose de pur, de quelque chose que j'avais fait par amour, et l'avait transformé en moyen de pression, en outil, en pion pour je ne sais quelle manigance. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison, avant même que le soleil ne se lève. Je me suis garé à 2 maisons de là, juste assez loin pour ne pas être vu. J'ai regardé les lumières du porche s'allumer. J'ai regardé Amélia sortir en peignoir, une tasse de café à la main, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Je suis resté jusqu'à ce que papa sorte du garage en traînant les pieds, le dos voûté, tirant derrière lui un sac poubelle en plastique. L'image de mon père, lui qui fut autrefois une figure imposante, capable de tout réparer avec ses mains calleuses et une clé anglaise, maintenant réduit à ce locataire silencieux, a brisé quelque chose en moi. C'était mon point de rupture. Mais ce briser ne fait pas toujours de bruit. Parfois, c'est silencieux. Parfois, ce n'est pas un cri, mais une lente inspiration. Parfois, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la détermination. Je ne les ai pas confrontés ce jour-là. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas brandi l'acte de propriété comme une épée. Je suis simplement rentré chez moi, j'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, et j'ai commencé à passer des appels. Pas des appels dramatiques, des appels discrets. Un avocat spécialisé en immobilier, un conseiller financier, mon comptable, un notaire, et mon mentor de l'université, qui connaissait un type, qui lui-même connaissait un type s'occupant des squatteurs de capitaux familiaux, comme il les appelait. J'ai pris des notes. J'ai écouté plus que je n'ai parlé. J'ai gardé tout cela secret et bien ficelé. Parce que plus je réalisais à quel point Nathan avait planté ses griffes, plus je savais que je ne pouvais pas me permettre d'agir impulsivement. Cette semaine-là, j'ai touché le fond.
pas financièrement. Je m'en sortais toujours bien sur le papier. Mon travail était stable. Mes économies intactes. Mais émotionnellement, spirituellement, c'était comme si un gouffre s'était ouvert sous tout ce que je croyais solide. Ma poitrine était lourde. Mon appétit a disparu. Le travail me semblait dénué de sens. J'avais bâti ma vie dans le but de prendre soin des personnes qui comptaient le plus, et d'une certaine manière, faire exactement cela, m'avait laissé totalement impuissant. Je ne pouvais pas manger sans imaginer maman pliant le linge en silence. Je ne pouvais pas dormir sans voir papa recroquevillé dans le garage, coincé là comme un oncle oublié. Et pire encore, je n'arrêtais pas de douter de moi. Peut-être avais-je dépassé les bornes en leur achetant la maison. Peut-être que Nathan avait raison. Peut-être aurais-je dû consulter toute la famille d'abord. Peut-être avais-je embarrassé papa en faisant un si grand geste. Peut-être que maman ne m'avait pas dit toute la vérité parce qu'elle ne voulait pas me blesser, et non parce que Nathan cachait quoi que ce soit. J'étais tellement en vrille, que j'ai failli supprimer le fichier de l'acte de mon ordinateur. Comme si cela allait d'une manière ou d'une autre annuler toute l'histoire. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était maman. Elle m'a appelé 3 jours plus tard. Sa voix était toute petite, comme si elle parlait depuis l'intérieur d'un placard. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle dit, que nous sommes fiers de toi, même si nous ne le disons pas assez. Et peu importe ce que dit ton frère, ton père et moi savons ce que tu as fait pour nous. Je suis resté là, le téléphone pressé contre l'oreille, incapable de parler. J'ai vu le panneau, a-t-elle ajouté après une pause. Sur la pelouse. J'ai fermé les yeux. Je ne l'ai pas mis là. Je sais, a-t-elle répondu. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais presque l'imaginer, debout près de la fenêtre de la cuisine, le téléphone sans fil dans une main, regardant fixement ce jardin qu'elle n'avait presque pas eu l'occasion d'utiliser. « Fais ce que tu as à faire », a-t-elle dit. « Nous nous en sortirons. » Et juste comme ça, j'ai arrêté de sombrer. Parce que je me suis souvenu de qui j'étais. Je n'étais pas Nathan. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de manipuler. Je n'avais pas besoin d'être perçu comme le favori. J'avais juste besoin d'avancer, prudemment, discrètement, et de manière définitive. Alors, j'ai commencé à reconstruire. Premièrement, j'ai remis en ordre tout ce que j'avais laissé de côté, pendant que je faisais une fixation sur la maison. J'ai restructuré mon agenda professionnel, j'ai repris mes séances de sport matinales, et je me suis même remis à cuisiner. Des repas simples, rien d'extravagant, mais ça me permettait de garder les pieds sur terre. J'ai renoué avec de vieux amis de l'université, et je me suis inscrit à un programme de mentorat local, où je pourrais enseigner les bases de la finance à des adolescents en difficulté. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. C'était pour moi, un rappel que ma valeur ne se mesurait pas à la façon dont les autres m'utilisaient, mais à la façon dont je choisissais de m'investir. Deuxièmement, j'ai mis en place des protections juridiques. J'ai fait enregistrer officiellement l'acte à mon nom, j'ai ajouté des clauses empêchant l'occupation non autorisée, et j'ai créé une fiducie révocable, qui permettrait à mes parents de rester dans la maison indéfiniment, mais à personne d'autre. J'ai mis à jour mon plan successoral, pour le rendre inattaquable. Mon avocate, une femme calme nommée Mara, avec des cheveux striés de gris et des yeux couleur d'acier poli, a examiné chaque clause, comme si elle se préparait à la guerre. Vous faites la bonne chose, m'a-t-elle dit, en repoussant les papiers de mon côté de la table. Et vous le faites de la bonne manière. Le silence est plus fort que le bruit, Spencer. N'oublie pas ça. La troisième chose que j'ai faite, a été de rendre visite à mes parents. Cette fois-ci, avec un plan. Je ne l'ai pas dit à Nathan. Je ne l'ai pas dit à Amélia. J'ai attendu un jour de semaine, quand je savais qu'il serait au travail, et qu'elle serait sortie pour ses soi-disant réunions de boutique. J'ai envoyé un texto à maman, pour lui dire que je passais prendre le thé. Elle a répondu par un emoji cœur, ce qui signifiait oui. Quand je suis arrivé, elle m'attendait sur le porche. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son gilet était impeccable. Elle ressemblait à quelqu'un qui fait de gros efforts pour garder la face. Papa est sorti quelques minutes plus tard, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon, comme s'il venait de bricoler quelque chose. Probablement en train de ranger des vieilleries dans le garage, puisqu'il n'avait plus d'atelier. Nous n'avons pas parlé de Nathan. Pas tout de suite. À la place,
je leur ai préparé le déjeuner. Des sandwichs à la salade de thon, comme maman en faisait quand j'étais enfant. Nous nous sommes assis dans le jardin. Les oiseaux chantaient. Le ciel était dégagé. L'espace d'un instant, cela ressemblait à ce que je voulais que cette maison soit, un cadeau, un endroit sûr. Quand nous avons fini de manger, j'ai tendu un dossier à papa. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, en feuilletant les pages. « Des protections juridiques » ai-je répondu simplement. « Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Par personne. Pas même par la famille. » Maman m'a jeté un regard. « Est-ce que ça va aggraver les choses ?»« Non » ai-je dit. Et pour la première fois, j'y croyais. Ça va les rendre réels. Papa n'a pas dit grand-chose. Il a simplement hoché la tête, et a continué à lire. Plus tard, alors que je partais, il a posé une main sur mon épaule. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, fiston. »« Je sais » ai-je répondu. « C'est pour ça que je l'ai fait. » Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon, sirotant du thé, et ressentant, pour la première fois depuis des semaines, un sentiment de calme. Pas tout à fait la paix. La tempête était toujours en approche, mais je ne dérivais plus. Je tenais la barre, maintenant. Et j'avais un plan. Car ce que Nathan ignorait, c'était que la maison qu'il essayait de vendre n'était pas à lui pour la mettre sur le marché. Que la valeur nette dans laquelle il voulait puiser n'existait pas pour lui. Que toute la paperasse menait à moi. Et que chaque mouvement légal qu'il pensait pouvoir faire, avait déjà été bloqué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai juste attendu. Attendu qu'il commette l'erreur finale, celle qui me donnerait tout ce dont j'avais besoin, pour mettre fin à cela proprement. Et c'est arrivé plus vite que je ne le pensais. C'est un email qui a mis le feu aux poudres. À peine 4 jours après ce déjeuner avec maman et papa, j'ai reçu un message, transféré par mon avocate spécialisée en immobilier, Mara. À ma demande, elle surveillait toute activité liée au titre de propriété. Et celle-ci est apparue sur son radar comme une sirène d'alarme, une demande de soumission numérique, venant d'un courtier hypothécaire local, essayant d'obtenir une évaluation préliminaire de la maison à des fins de préapprobation. L'emprunteur, Nathan. Je suis resté à fixer l'écran, tandis que la bile me montait à la gorge. La demande n'était pas une simple enquête de routine. Elle incluait des documents d'identité scannés, les siens et ceux d'Amélia, et pire que tout, une note dactylographiée dans la section des commentaires du courtier, qui disait « Il s'agit d'une maison familiale libre de toute dette. Nous y vivons. Et nous l'utiliserons comme garantie pour la compte de notre nouveau local commercial. Heureux de fournir tout autre document nécessaire. Notre maison, nous y vivons. » Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une erreur. Il essayait d'utiliser la maison, ma maison, offerte dans l'esprit à nos parents, comme garantie pour un prêt, sans m'en parler, et sans avoir la moindre once de droit légal pour le faire. Le culot de la chose était stupéfiant. Mais sous la fureur, j'ai ressenti quelque chose de plus stable, de plus froid. C'était l'opportunité que j'attendais. Mara m'a appelé dès que je lui ai envoyé un texto. « Il est allé trop loin », a-t-elle dit simplement. « Vous avez plus que suffisamment de motifs maintenant. Ce n'est pas juste un manque de respect, c'est une tentative de fraude. Je veux faire ça bien, ai-je dit. Pas de drame, pas de gros titres, juste quelque chose de propre, de silencieux, mais de permanent. Alors vous avez besoin d'une mise en scène, a-t-elle répondu. Et j'ai une idée. Ce qui a suivi fut un appel de 3 heures, qui ressemblait plus à une session de stratégie pour une rachat d'entreprise, qu'à une dispute familiale. Mais j'ai écouté. J'ai pris des notes. J'ai fait mes devoirs. Et lentement, un plan a commencé à se former. Pas pour me venger exactement, mais pour les évincer. La première chose que j'ai faite, a été de renforcer le bouclier juridique autour de la maison. J'ai aidé Mara à déposer une déclaration sous serment de propriété et d'intention d'occupation, puis nous avons travaillé avec un juge local pour émettre un avis d'occupation non autorisé, que nous avons gardé en réserve pour le moment parfait. La maison n'était pas louée. Maman et papa n'étaient pas répertoriés comme locataires, mais comme occupants avec ma permission écrite. Cela avait son importance, car cela signifiait que toute autre personne, à savoir Nathan et Amélia, était au mieux non officielle, et au pire, des intrus. Pendant ce temps, j'ai fait installer des caméras à l'extérieur de la maison. Pas des caméras cachées, des caméras légales.
j'ai engagé une équipe d'installation professionnelle, et j'ai présenté cela comme une mise à jour de la sécurité du domicile de mes parents, ce qui était en partie vrai. Je me suis assuré que les caméras couvraient le porche d'entrée, la porte du garage, la cour latérale, et surtout, l'allée. C'est là que le SUV noir de Nathan était toujours garé. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai offert des vacances à maman et papa. Ils ne voulaient pas y aller au début. Ils disaient qu'ils ne pouvaient pas laisser les choses comme ça, mais j'ai insisté. J'ai payé pour un séjour de 2 semaines dans une location tranquille au bord de la plage, que j'avais déjà utilisée moi-même. Privé, propre, entièrement équipé, et complètement hors du radar de Nathan. Ils sont partis un jeudi matin, et dès le vendredi soir, Nathan leur envoyait déjà des textos. « Vous êtes où? Pourquoi y a-t-il un cadenas sur la porte du garage? Vous avez encore parlé à Spencer ?» Je regardais les images arriver sur mon téléphone. Amelia faisait les 100 pas sur le porche. Nathan marmonnait tout seul dans l'allée, essayant de capter du réseau. Il n'avait pas encore remarqué les caméras. Ou peut-être que si, et il avait juste supposé que c'était l'idée de papa. Quoi qu'il en soit, il n'y allait pas de main morte. Il y avait des cris, des appels téléphoniques. À un moment donné, il a même fait venir 2 gars pour l'aider à déplacer des meubles, bien qu'ils ne soient jamais entrés. Ils ont juste tourné autour du SUV, et ont fini par partir quand personne n'a ouvert la porte. Ils n'avaient pas de clé. Je m'en étais assuré des mois plus tôt. Ce week-end-là, j'ai mis en place la pièce suivante du plan, le témoin. Son nom était Madame Agalard. Elle habitait de l'autre côté de la rue, et connaissait mes parents depuis des années. C'était le genre de voisine qui savait tout, qui rentrait à la maison, à quelle heure, qui tondait sa pelouse, qui laissait les lumières allumées toute la nuit. Je me souvenais d'elle, de mon enfance, comme de la femme qui distribuait des barres chocolatées géantes à Halloween, et qui m'avait un jour pansé un genou écorché, avec un torchon de cuisine et une prière. Elle n'avait pas été ravie de l'emménagement de Nathan. Surtout après la musique forte, les invités soudains, et la fois où Amelia s'était garée en travers de son allée, en agissant comme si c'était elle qui était dérangée. Quand je me suis présenté à sa porte, elle m'a accueilli avec un sourire entendu et un thé glacé. « Je me demandais quand tu reviendrais », a-t-elle dit. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Et quand je lui ai finalement demandé si elle accepterait de faire une déclaration de témoin sur ce qu'elle avait vu, les fêtes, les voitures, Nathan disant des choses comme « On est chez nous ici, maintenant, au livreur », elle n'a pas hésité. « Mon chéri », a-t-elle dit, « tu n'as qu'à m'indiquer où est le notaire. » La partie suivante était plus délicate, obtenir que Nathan mette tout ça par écrit. Alors, j'ai créé une fausse opportunité. Rien d'illégal, juste un léger coup de pouce. J'avais un vieil ami, Jared, qui travaillait dans la promotion immobilière. Je lui ai demandé de se faire passer pour un acheteur privé, intéressé par des propriétés d'investissement résidentiel. Il a contacté Nathan via LinkedIn, prétendant chercher un endroit à rénover, ou dans lequel co-investir. Et c'est là que Nathan a mordu à l'hameçon. Ils ont pris un café. Nathan s'est vanté, et en 2 jours, Jared avait une chaîne de mai, dans laquelle Nathan prétendait avoir le contrôle total d'une maison que sa famille lui avait transférée de manière informelle. Il a même joint des photos de l'intérieur. Des photos que j'avais payées, lors de mon aménagement initial. Maintenant, j'avais tout ce qu'il me fallait. Les images, la fausse déclaration de propriété, le témoin, la trace écrite. La prochaine étape était l'exécution. Mara a rédigé l'avis officiel d'occupation non autorisée. Nous l'avons déposé auprès du comté, avons placardé une copie sur la porte d'entrée, et envoyé une copie numérique sur l'email de Nathan, avec un jargon juridique si hermétique que même la personne la plus délirante ne pourrait faire semblant de croire que c'était optionnel. L'avis lui donnait 72 heures pour libérer les lieux, retirer tous ses effets personnels, et cesser de présenter la maison comme étant la sienne, sous peine de poursuites judiciaires formelles. Le document a été livré un mardi à 9h tapante. À 9h17, mon téléphone sonnait. C'était Nathan. « Tu crois que c'est drôle ?» a-t-il aboyé, avant même que je ne dise bonjour. « Non », ai-je répondu calmement. « Je pense que c'est un juste retour des choses. Tu expulses ton propre frère de la maison de papa et maman. »« Ce n'est pas leur maison, Nathan », ai-je dit. « C'est la mienne. » Et ils étaient les invités d'honneur. Toi, tu étais un envahisseur. Tu réagis de manière excessive.
Ce n'est qu'un malentendu. Vraiment? Alors pourquoi essayais-tu de l'utiliser comme garantie pour un prêt? Silence. J'ai l'email, ai-je ajouté. Celui du courtier, celui de Jared, celui qui vient de toi. Tu veux que je continue? Encore un silence. Ils ont besoin de nous. Tu crois qu'ils s'en sortiront bien sans nous là-bas? Ils le font déjà, ai-je dit. Ils sont en vacances. Tu ne l'avais même pas remarqué. Je pouvais presque entendre le sang se retirer de son visage. Et quand ils reviendront, ai-je poursuivi, ils auront une maison entièrement restaurée, sans tension, sans dispute, sans fausses visites immobilières, et sans personne pour dormir dans le garage. Tu vas le regretter. Non, ai-je dit, c'est toi qui le regretteras. Et j'ai raccroché. Mais je n'avais pas encore fini. La dernière partie du plan était celle à laquelle j'ai apporté le plus de soin, le retour. Maman et papa sont rentrés quelques jours plus tard, dans une maison complètement nettoyée et remise à neuf. J'avais fait venir une équipe de nettoyage, repeint le garage, restauré l'aménagement de leur chambre d'origine, réapprovisionné le garde-manger, et même laissé un petit panier de bienvenue sur la table de la cuisine avec un mot, « Votre maison est de nouveau à vous. » Avec tout mon amour, Spencer. Maman m'a appelé en larmes. Papa n'a pas dit grand-chose, il a juste grogné d'une manière émue, comme il le fait quand les mots ne suffisent pas. Mais le soulagement dans sa voix, cela disait tout. Nathan, pendant ce temps, avait fait silence radio. Ce qui était parfait, car le coup de grâce était encore à venir. Le silence qui a suivi le dernier appel téléphonique de Nathan n'avait rien de triomphal. C'était comme ce moment juste avant qu'une tempête n'éclate, lourd, électrique, presque trop calme. Je ne célébrais encore rien, parce que Nathan était le genre de personne à ne pas reculer, jusqu'à ce que le monde l'y force physiquement. Il avait toujours besoin d'un coup de massue final pour se convaincre que le combat était vraiment terminé. Ce coup est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Le matin de l'échéance des 72 heures, il s'est présenté à la maison avant le lever du soleil. Je le sais parce que les caméras ont tout filmé. Lui, montant l'allée d'un pas lourd, secouant la poignée de la porte, sonnant à la porte 5, 6, 7 fois de suite. Comme personne ne répondait, il a attrapé son téléphone et a commencé à faire les 100 pas sur le porche, marmonnant dans le haut-parleur. Puis, il a aperçu la vis scotchée en travers de la porte. Son visage a blêmi, puis rougi, puis blêmi à nouveau. Il l'a arraché et a lu chaque ligne. J'ai regardé sa mâchoire bouger alors qu'il suivait les mots des yeux. Occupation non autorisée. Ordonnance de cessation et d'abstention. Expulsion immédiate. Le propriétaire conserve l'autorité exclusive. Poursuite judiciaire en cours. Il a froissé la vie dans son poing, l'a jeté dans le parterre de fleurs, et est retourné en trombe à son SUV. Il a fait vrombir le moteur assez fort pour faire trembler la caméra, puis a démarré en trombe de l'allée, comme un homme qui essaie de fuir la réalité. Ce fut la matinée la plus paisible que la maison ait connue depuis des mois. Mais la vengeance, la vraie vengeance, propre et nette, ne consiste pas à attraper quelqu'un dans un moment de panique. Elle consiste à laisser ses propres choix refermer la porte derrière lui. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal paniqué d'Amelia. Spencer, s'il te plaît, rappelle-moi. Tout ça n'est qu'un malentendu. Nathan ne pensait pas à mal. Il ne savait pas. D'accord, il aurait dû savoir, mais nous n'avions pas réalisé que la paperasse n'était pas. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Un autre message vocal est arrivé 1 heure plus tard, puis un texto. Nous devons parler, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu non plus. Parce que la prochaine étape n'était pas de parler. Il s'agissait de clarifier les choses. Mara et moi avons procédé à l'action finale, un dépôt officiel auprès du comté, interdisant à Nathan et Amelia de faire la moindre réclamation sur la propriété, avec en plus, un enregistrement pour tentative de représentation frauduleuse en vue d'obtenir un prêt garanti. Ce n'était pas une affaire criminelle. Je n'en voulais pas. Mais c'était une marque officielle sur leur dossier financier. Juste assez pour que les prêteurs restent méfiants. Juste assez pour que toute future conversation commençant par « Nous sommes propriétaires de ce lieu » soit accueillie par un regard suspicieux, de la part de quiconque possédant une licence. Nous avons également déposé une interdiction de pénétrer sur la propriété, au nom de moi-même, de maman et de papa. Lorsque le bureau du shérif l'a remise, j'ai eu des nouvelles de Madame Agalard. Plus tard,
Nathan s'est tenu dans l'allée en train de se disputer avec l'adjoint, jusqu'à ce que l'homme dise finalement « Monsieur, plus vous parlez, plus la situation empire pour vous. » Cela l'a enfin fait taire. Pendant ce temps, j'ai continué à me concentrer sur l'essentiel. Le programme de mentorat que j'avais rejoint, pour enseigner les bases de la finance aux adolescents, manquerait de manière inattendue. Ces jeunes me rappelaient ce que j'étais à leur âge, discret, incertain, ignoré. Ils posaient des questions auxquelles j'aurais aimé que quelqu'un réponde pour moi quand j'avais 16 ans. Les voir s'illuminer quand ils comprenaient les impôts, l'épargne ou les intérêts composés, me faisait du bien. C'était comme si je construisais quelque chose de réel. J'ai aussi commencé à sortir davantage avec maman et papa. Des petits déjeuners le dimanche, des soirées cinéma, des virées au marché fermier. Ils se détendaient d'une manière qu'ils semblaient eux-mêmes avoir oubliée. Maman a arrêté de se tordre les mains. Les épaules de papa se sont relâchées. La maison leur semblait à nouveau appartenir. Plus un champ de bataille, mais un foyer. Un après-midi, un mois après l'expulsion, nous étions assis sur le porche en sirotant du thé glacé, pendant que le soleil se couchait derrière les arbres. Maman a jeté un coup d'œil vers moi et a dit doucement, je ne savais pas à quel point le fardeau que nous portions était lourd, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cette seule phrase valait toutes les nuits blanches. Nathan est resté silencieux pendant un moment, et j'ai pensé que peut-être, il apprendrait de tout ça. Ou qu'au moins, il laisserait tomber. J'avais tort. Il a repris contact, cette fois avec un message si long que j'ai dû faire défiler l'écran 3 fois. Cela a commencé par des excuses, tu nous as pris au dépourvu. Nous essayons de construire un avenir. Puis des accusations, tu voulais nous faire mal voir. Tu aimes jouer les héros. Puis de la culpabilité, maman et papa seront seuls quand ils auront besoin d'aide, et tu ne seras pas là. Puis enfin, une confession enveloppée d'arrogance, je méritais cette maison plus que tu ne l'as jamais fait. Je suis celui qui est resté. J'ai fixé la dernière ligne pendant un moment. Rester. Comme si rester équivalait à se sacrifier. Comme si la proximité le rendait plus aimant, plus digne, plus utile. Ce n'était pas le cas. S'il y a bien une chose, c'est que le fait qu'il reste, avait précisément créé la cage dans laquelle maman et papa vivaient. Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, mais par lucidité. Certaines personnes ne sont pas faites pour être combattues. Elles sont faites pour être exclues. Mais la véritable retombée a eu lieu quand Amélia a appelé ma mère. Pas moi. Ma mère. Je ne l'ai su que parce que maman m'a appelé juste après, la voix tremblante entre la frustration et l'incrédulité. Elle m'a dit qu'Amélia lui avait affirmé que je les avais humiliés, que j'étais égoïste, que j'avais ruiné leur projet. J'ai pris une longue inspiration. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Maman a hésité. Puis, sa voix s'est affermie. Je lui ai dit la même chose que j'ai dite à ton frère. Cette maison n'a jamais été à eux. Cela n'a jamais été sujet à débat. Et s'ils ont besoin d'un endroit où rester, ils devraient commencer par en trouver un qu'ils ont les moyens de se payer. J'ai imaginé ma mère, si calme et douce, prononcer ces mots avec sa petite voix et son regard assuré, et j'ai senti une chaleur se presser contre mes côtes. De la fierté. Une véritable fierté, ancrée au plus profond de moi. Et je lui ai dit, a-t-elle poursuivi, s'ils remettent un jour les pieds sur notre propriété sans votre permission, j'appellerai le shérif moi-même. J'ai dû m'asseoir après ça. Non pas à cause du drame, mais parce que ma mère, cette femme qui s'excusait quand quelqu'un lui marchait sur le pied, avait retrouvé sa voix, et elle n'allait pas la rendre. La vie a repris son cours après ça. Nathan et Amélia ont déménagé dans une petite location à 2 villes de là. Son prêt commercial a été refusé. Pas à cause de moi directement, mais parce que le prêteur l'avait signalé comme un demandeur faisant de fausses déclarations. Le projet de boutique d'Amélia a été mis en pause. Ils ont arrêté de débarquer à l'improviste, arrêté d'appeler, arrêté de faire semblant. Maman et papa ont retrouvé leur espace, leur indépendance et leur dignité. Papa s'est remis à faire de petits travaux de menuiserie dans le garage. Son garage, et non plus une chambre de fortune. Maman a replanté son jardin d'herbes aromatiques. Ils ont recommencé à organiser des dîners, à inviter leurs amis, et à remplir la maison de rire plutôt que de tension. Le foyer que je leur destinais était enfin le leur, dans l'esprit comme dans les faits. Et moi, je ne me sentais pas vindicatif. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais stable, solide,
comme si le sol sous mes pieds était enfin plat. Un soir, j'étais assis avec papa sur le porche. Il taillait un petit morceau de bois, un oiseau, je crois. Et j'ai demandé doucement, tu penses que Nathan comprendra un jour? Papa a fait une pause, puis a secoué la tête. Certaines personnes n'apprennent que lorsque la vie leur donne une leçon. Et parfois, la vie leur donne la même leçon encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre. Tu penses que ça va rentrer, cette fois? Il a eu un léger sourire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est plus ton fardeau. Et il avait raison. Le chemin de Nathan n'était plus lié au mien, ni à celui de mes parents, ni à la maison qu'il avait essayé de voler. Chacun était enfin retourné au rôle qu'il avait choisi. Maman et papa, libres. Moi, tenant bon. Et Nathan, faisant face aux conséquences d'être celui qui est resté, pour toutes les mauvaises raisons. La dernière fois que je suis parti de la maison, après le dîner du dimanche, j'ai croisé mon propre reflet dans le rétroviseur. Calme, constant, inébranlable. Et j'ai réalisé quelque chose qui a fait se soulever les coins de ma bouche. Je n'avais pas seulement récupéré la maison.